c'est là où c'est très frappant, parce que depuis le début, et Gabriel Attal, encore je l'ai dit sur BFM TV, nous dit, il me pose la question, pourquoi fait-on cette réforme? Alors de manière un petit peu provocatrice, je lui dis, pour faire des économies. Alors bien sûr, je lui dis, je vous dis ça parce que vous allez me dire le contraire. Non, pour créer de l'emploi, pour accélérer le retour à l'emploi, pour l'objectif plein emploi 2027. Nada. Si vous décidez que vous durcissez les conditions d'accès, vous retardez la possibilité d'entrer dans l'assurance chômage pour faire des économies. Vous avez un effet économie rapide. À l'inverse, pour accélérer le retour à l'emploi, toutes les études empiriques qui ont été menées, parce qu'il y a plein de pays qui ont réformé l'assurance chômage, on sait que le paramètre le plus efficace est justement celui qui semblerait abandonné, qui est de réduire la durée d'indemnisation. Le problème, c'est qu'il ne peut même pas toucher la pension de retraite qui lui était normalement due, puisqu'elle n'est pas rétroactive. Focus rapide sur le durcissement des conditions d'indemnisation chômage annoncé par le gouvernement. Alors désormais, il faudra peut-être travailler non pas 6 mois, mais 12 ou 8 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir ses droits au chômage, hein. Aujourd'hui, c'était 6 mois. Donc les délais de carence aussi pourraient s'allonger, hein, en cas de licenciement, en cas de rupture conventionnelle. Et du coup, ça voudrait dire qu'on ne toucherait pas son chômage avant, non pas maximum 6 mois, mais peut-être 8, 12 mois. Donc il faudrait attendre un an avant de pouvoir bénéficier de France Travail pour l'emploi. Ça va retarder finalement l'entrée dans l'indemnisation de beaucoup, même si, en France, il y a quand même 3,5 millions d'emplois non pourvus. Finalement, l'effet de cette réforme, quel effet ça pourrait avoir sur le chômage? Finalement assez faible. C'est surtout, une réforme contracyclique qui cherche à faire des économies. Pas grand-chose finalement en économie, mais ça sert à donner des gages dans le contexte où, on cherche à, redorer la notation de la dette française. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Cette réforme de l'assurance chômage, c'est quelque chose qui est au cœur des débats depuis 2022, voire 2019, avec une réforme qui est modulaire, une modulation de l'assurance chômage, hein. Si le taux de chômage descend en dessous des 9 elle est réduite de 25. Donc on passe pas de 24 mois d'indemnisation, mais on passe à 18 mois. Et si on descend en dessous des 6, on passerait à 12 mois d'assurance chômage. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ça va relancer le conflit social puisque les partenaires sociaux, hein, les syndicats, le patronat ne sont pas du tout concertés. C'est, le gouvernement qui met, un gros coup de pied dans la fourmilière du paritarisme, et qui s'attaque finalement potentiellement aussi aux seniors. On en saura plus le 1er juillet prochain et s'attaquera peut-être aux seniors, aux femmes en retour de congé maternité. Bref, ça veut surtout dire que le gouvernement nationalise un petit peu la gestion de l'assurance chômage, hein. C'est plus du tout confié à des organismes indépendants ou aux partenaires sociaux. C'est le gouvernement qui va décider par lui-même. Donc, comme disait Bruno Le Maire, faudra-t-il repenser notre modèle social? Ce sera à vous d'en juger dans cette petite revue de presse. Donc aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler ou pour réfléchir autour des réformes à venir dans le domaine de l'assurance chômage, hein, un sujet qui suscite de vives discussions et finalement, dans le contexte d'une rupture conventionnelle, d'une réorientation, du montage d'une entreprise pour passer à son compte ou en freelance, ça mérite toute notre attention. Donc, en intro, hein, on a compris que depuis 2019, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes d'assurance chômage, hein. Le but, c'est d'adapter le système à des réalités économiques contemporaines. La préoccupation centrale de ces réformes, ça a été de réduire, depuis le début, la durée, du chômage, hein, et d'améliorer la qualité des postes retrouvés par les demandeurs d'emploi. Parce que oui, c'est bien de réduire la durée d'indemnisation, mais si c'est pour retrouver le premier job qui vient, finalement, on va avoir des gens, qui seront plus inscrits à Pôle emploi, mais qui vont s'y retrouver dans les mois prochains ou finalement qui vont se retrouver à démissionner, donc ils ne seront pas inscrits à Pôle emploi. C'est peut-être ça, l'idée derrière. À vous, de réfléchir autour de tout ça. Bref, donc si on vient un petit peu plus dans le détail des changements récents, hein, donc ce qu'a annoncé Gabriel Attal là sur, sur différents canaux, à la télé comme dans les journaux dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est que le gouvernement va proposer de nouvelles mesures, hein, en 1er, c'est la réduction de la durée d'indemnisation lorsque le taux de chômage sera inférieur à 9. Une nouvelle tranche. C'est encore une initiative, qui du coup, a soulevé beaucoup de critiques, notamment côté CGT, mais aussi du côté du patronat, parce que, ils voient là-dedans un recul des droits, tout simplement, des droits des salariés qui sont finalement dans une période d'incertitude économique, hein, cette période de transition où on ne sait pas encore ce qu'on va faire ensuite, où on ne sait pas si son projet va fonctionner. Il s'appuie sur des études économiques qui sont certes mitigées, hein, il y a un raisonnement derrière, de chercheurs, notamment de l'université de New York et aussi, du côté de Madrid, hein. On sent bien qu'on voit que l'intensification de la recherche d'emploi, elle est évidente à la fin, de l'approche de la fin des allocs.
logique puisque, bah, les gens vont se retrouver sans revenus. Ça ne veut pas dire que ça conduit les demandeurs d'emploi à retrouver, bah, des emplois de meilleure qualité à des salaires plus élevés, hein. Finalement, c'est la précarisation des personnes, en fin de droit parce qu'elles sont obligées de retrouver quelque chose sans quoi, ben, elles se retrouvent le bec dans l'eau et il faut bien un filet de sécurité. Et on continue, il y a un aspect dans ces réformes qui vise spécifiquement les cadres, hein, qui viserait donc à prolonger, à rallonger le délai de carence pour les cadres jusqu'à 12 mois. Donc ça voudrait dire qu'ils ne toucheraient pas le chômage avant 1 an, sachant que, bah, en fait, tout le monde cotise pour le chômage, notamment les cadres, hein. Ils cotisent, ben, plus parce que logiquement, ils gagnent plus et eux, donc, ils n'auraient pas le droit au chômage avant 12 mois en cas de licenciement ou en cas de rupture conventionnelle. Donc l'idée, c'est d'ajuster en fait, pour le gouvernement, c'est d'ajuster l'indemnisation en fonction des indemnités de départ qui sont parfois, ben, importantes, hein, en fonction des salaires ou de l'ancienneté et donc ça voudrait dire que, finalement, qu'on ait de l'ancienneté ou pas, on se retrouve avec la même indemnisation chômage, puisque, eh bien, on se retrouverait 1 an sans revenu à vivre uniquement sur ces indemnités de départ et le chômage serait donc décalé dans le temps. Ensuite, on aurait, alors tout ça, moi je parle au conditionnel parce qu'on lit beaucoup de choses là dans ces différents articles, hein, que ce soit de la Tribune, Libération, ou autre. Eh bien, c'est que, on verra un peu tout ça au 1er juillet. On aurait donc une extension du système bonus-malus, hein, à d'autres secteurs, d'accord? Ce système, donc il ajuste les cotisations au chômage des entreprises en fonction de leur utilisation des contrats courts, d'accord? Pour des boîtes qui utilisent beaucoup de CDD, d'intérim, eh bien, elles seraient pénalisées. Alors et aujourd'hui, donc ça, ce serait, du coup étendu à toutes les entreprises, d'accord? Aujourd'hui, ça visait que certains secteurs spécifiques. Donc voilà, l'extension du système de bonus-malus aux employeurs qui font beaucoup de contrats courts. Donc à voir si c'est, bien mis en place puisque pour certaines, industries, avec, par exemple, l'industrie du tourisme, eh bien, c'est logique qu'il y ait, un recours aux emplois courts. Voilà. Aujourd'hui, période de consultation et les défis donc, qui sont devant nous. La période de consultation avec les partenaires sociaux, donc c'est essentiel, hein, bien que les syndicats soient sceptiques quant à l'impact de leur contribution sur les décisions finales. Finalement, bah, on les concerte, mais pour prendre la décision, bah, ils sont plus vraiment, présents, on les met sur la touche. Donc ce processus, il met en lumière la complexité de la gouvernance dans un domaine, bah, sensible comme celui de l'emploi et d'ailleurs ça nous renvoie vers les travaux de Pissarides, hein, le prix Nobel de 2010 et je vais vous faire un petit focus spécifique là-dessus. Oh, le plein emploi, l'apex du succès politique potentiel, la médaille d'or du 110 mètres promesse, l'Oscar du meilleur programme de campagne, l'assurance d'une place au Valhalla politique pour celui ou celle qui parviendra à l'instaurer, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas malgré toutes les combines et manips et ruses des 300 derniers gouvernements pour enrayer le chômage. Il revient chaque mois avec ses chiffres. J'ai les chiffres. Donc qu'est-ce qu'il dit, ce prix Nobel? Enfin, c'est un prix Nobel commun entre Mortensen et Pissarides, là, en 2010, qui a étudié la logique de l'assurance chômage. Donc, il prend en gros, il part un peu du principe de, bah, une logique comme un peu une logique d'assurance, d'accord? Comme pour un accident de voiture et lui, ce qu'il préconise, c'est quand même d'avoir une indemnité forte dès le début, pendant une période de 12 à 14 mois maximum, pour que les gens ne se précipitent pas sur le premier boulot, bah, qui vient, hein et donc qu'ils soient pérennisés dans leur emploi. Donc le modèle de Mortensen-Pissarides, c'est souvent appelé comme le modèle de recherche là et d'appariement, hein, qui constitue un cadre, fondamental en économie pour analyser le processus de recherche d'emploi et la formation, des salaires dans un marché où à la fois les chercheurs d'emploi et les employeurs recherchent des correspondances optimales, d'accord? On cherche à, bah, du coup, à garder des gens longtemps, fidèles, qu'on puisse valoriser, qu'on puisse, former et ce modèle, il est particulièrement important en économie du travail donc, en économie du travail parce qu'il a des larges implications pour comprendre le chômage et les politiques du marché du travail. Donc on va regarder un petit peu quelques caractéristiques clés et un aperçu du modèle de Mortensen-Pizarrides, hein, donc prix Nobel d'économie, je le rappelle, en 2010. Donc déjà, la première caractéristique, c'est les frictions de recherche, d'accord? Le modèle reconnaît que pour trouver un emploi, ou pour trouver un employé, hein, côté entreprise, c'est pas instantané. Ça nécessite du temps, d'accord? Des ressources significatives, ce qui crée de la friction sur le marché du travail, OK? Ça diffère des modèles en gros, là, on diffère complètement des modèles économiques traditionnels où les travailleurs et les emplois sont, ben, finalement appariés instantanément, d'accord? OK, il y a une offre, hop, il y a la personne qui a les compétences, clac! Et bien, du coup, le modèle économique traditionnel, il pensait que, bah, finalement, un rond va dans un rond, un carré va dans un carré.
Ensuite, il y a la caractéristique de ce qu'ils appellent la fonction de jumelage, d'accord? Un élément central du modèle, c'est donc la fonction de jumelage qui décrit le flux de nouvelles relations d'emploi en fonction du nombre de chercheurs d'emploi, en fonction du nombre de chômeurs, quoi, et en fonction donc du nombre de postes vacants. Cette fonction, de jumelage, elle est généralement supposée être croissante dans ces 2 arguments, un petit peu dans le côté mathématique, mais donc elle présente des rendements constants à l'échelle. C'est-à-dire que, bah, en fait, plus on a de chômeurs, plus on a de postes vacants. C'est comme ça. Ensuite, on a la 3e caractéristique, c'est ce qui s'appelle la négociation de Nash. Ce modèle, il intègre un processus de négociation entre les travailleurs et les entreprises, où les salaires et les conditions d'emploi sont déterminés par la négociation bilatérale, d'accord? En prenant en compte du pouvoir de négociation des 2 parties. Donc quand on est en période de plein emploi, bah, c'est plutôt le rapport de force à l'embauche, il est quand même plutôt du côté des salariés. Quand on est en période un peu de disette, bah, c'est plutôt du côté des employeurs. Ils font un petit peu leur marché, OK? Donc bref, donc c'était intéressant de faire ce petit détour par le modèle de Mortensen-Piaredes parce que finalement, on n'a pas l'impression que, bah, les réformes en fait, qui sont prévues par, le gouvernement au niveau de l'assurance chômage, et ben elles soient en adéquation avec, bah, les recherches de ce prix Nobel d'économie. D'accord? On a un délai de carence qui est long, voire allongé, alors que Pizarrides nous dit qu'il faut avoir rapidement une indemnisation pour pouvoir mettre les gens dans des conditions, eh bien, adéquates pour rechercher un emploi, pour qu'il y ait, finalement, bah, cette zone de friction, qui soit prise en compte et que rapidement, en fait, les personnes soient en mesure de chercher du travail, que l'indemnisation soit non seulement, bah, rapide, forte et maximum de 12 mois. Alors que là, finalement, la durée d'indemnisation, ils n'ont pas l'air de vouloir tellement revenir dessus. Enfin, on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent qu'elle va être réduite de 25 de 40 et d'autres disent que, bah, ils vont pas toucher à la durée d'indemnisation. Alors que ce que préconise Pizarrides, c'est quand même de, bah, finalement, d'indemniser rapidement et fortement pour mettre les gens dans des conditions optimales pour trouver un emploi qui leur correspond. Donc voilà. L'idée de cette réforme d'assurance chômage, de créer un système plus réactif et équitable, pour encourager à une reprise rapide de l'emploi. Mais on a l'impression quand même que ce qu'on cherche surtout à faire, c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres et pour pouvoir s'en prévaloir dans un système électoral de dire: «Voilà, j'ai le plein emploi, j'ai fait des économies pour, ben, du coup, pour mon budget» et donc il est crucial que tous ces changements-là soient mis en œuvre de manière réfléchie, en prenant compte des répercussions sur les individus et sur l'économie dans son ensemble. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des tests, de voir, sur certaines populations ou dans certaines industries ou dans certains départements, voir un petit peu, mettre, eh bien ça, à l'essai pour voir un peu ce que ça donne avant de généraliser ça à l'ensemble de la population. Bref, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de personnes comme vous, qui sont, cadres, responsables, managers, consultants et qui ont un projet et qui veulent, ben, bientôt se lancer ou, faire une formation et se dire que, bah, ils ont cotisé au chômage et que derrière, bah, vous avez besoin de votre assurance chômage et de vos indemnités de départ pour pouvoir assurer cette période de transition, hein, être dans une période de sérénité, pouvoir créer, bah, votre entreprise ou rebondir sereinement pour une reconversion, par exemple. Eh bien, ça veut dire qu'il y a encore une fois, comme depuis 2019, comme depuis 2017 finalement, une instabilité, légale, gouvernementale sur ces, sur, ces lois sociales, sur vos filets de sécurité. Donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous de négocier votre départ avec votre employeur, dépêchez-vous de récupérer vos droits au chômage pour pouvoir vous lancer. Finalement, qu'est-ce que ça changerait de vous lancer aujourd'hui plutôt que dans 6 mois ou dans 1 an? N'attendez pas que les conditions d'accès au chômage se durcissent ou que vous ne soyez plus éligible parce que vous êtes trop vieux, parce que vous n'êtes pas dans le bon secteur, parce que vous n'avez pas assez cotisé, parce que je ne sais pas, votre projet n'est pas éligible à tel ou tel critère ou tel quota. C'est le moment de se lancer et ça passe aujourd'hui par la négociation amiable, en bons termes, hein, avec votre employeur. Pour faire ça, je vous renvoie vers notre vidéo de formation, pour négocier avec votre employeur et partir au mieux de vos intérêts, c'est-à-dire avec vos droits au chômage, avec vos indemnités de départ et surtout, eh bien, pour vous éviter de démissionner, hein, dans cette période de transition qui s'annonce et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.